C'est Benjamin Ninassi que j'appelle. Bonjour à toutes et tous. Oui. Alors, pirate informatique, c'est ça? Comment? Pirate informatique. Hacker en chef. C'est très important et je trouve que c'est une excellente idée de toute l'organisation d'avoir faire parler l'INRIA, parce que c'est un sujet qui est difficile. J'ai entendu beaucoup de gens de l'immersif confrontés à la problématique de l'environnement, de l'impact environnemental de tout ce qui est immersif, que ce soit la consommation des écrans, que ce soit l'existence même d'un certain nombre d'expériences, celles construites sur la technologie. Et je crois que plutôt que de le nier et de faire l'autruche, il faut l'intégrer. Il faut discuter avec des chercheurs, il faut discuter avec ceux qui ont la capacité de mesurer l'impact pour en fait prendre des décisions et pour réfléchir. Et juste pour en introduction, je pense que c'est très important que tout le monde l'ait, quand on monte un événement, on pense à sa consommation et on ne pense pas du tout à la consommation de tous les gens qui vont venir y participer. Or, si on fait une logique d'impact, ça fait partie de la logique de l'événement. Donc on a besoin de cette réflexion et je pense que c'est à la fois très très bien que tu participes et qu'ensuite ce dialogue ait lieu ensemble, parce que c'est en maîtrisant ces éléments qu'on y arrivera. Raconte-nous un peu qui tu es et surtout ta définition de l'INRIA. Alors, l'INRIA, on est un institut de recherche en sciences et technologies du numérique. Donc nous, on travaille vraiment sur tous les pans du numérique, que ce soit des mathématiques financières jusqu'à la réalité immersive, en passant par la santé numérique, le numérique au service de l'éducation, et que sais-je. Moi, à l'INRIA, je suis adjoint au responsable d'un programme numérique et environnement qui s'intéresse aux impacts environnementaux du numérique lui-même, c'est ma spécialité, mais également à ce que le numérique peut apporter à la compréhension du monde, des événements climatiques et à la résolution des différentes crises environnementales qui arrivent. Dans ce contexte-là, j'ai eu l'occasion. Donc, je travaille sur ces aspects réduction, quantification des impacts du numérique que tu évoquais, en concertation avec le pouvoir public, puisque je travaille beaucoup avec l'ADEME, avec l'ARCEP, avec des entités de régulation, sur des évolutions réglementaires, sur des études en cours et à venir de quantification des impacts environnementaux sectoriels. On est en train de lancer une étude sur l'impact environnemental des jeux vidéo, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des professionnels de l'AXR sur un projet qui s'appelle CEPIR. CEPIR, c'est un acronyme pour cas d'études... C'est de l'humour, c'est du second degré? C'est pire. Effectivement, il y a un petit côté humour dedans. L'acronyme est pour cas d'études pour un immersif responsable. Donc quand on entend XR, dans notre définition de la XR dans le cadre de ce projet CEPIR, on parle réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. On inclut les trois dedans. Et à l'origine de ce projet, on a deux professionnels de la XR qui sont Landia Egal, qui est la fondatrice d'une société de production qui s'appelle Tiny Planet, et Amaury Laburde, qui est l'un des fondateurs de Novelab, un studio de tech créatif que vous devez probablement connaître. Et l'objectif de ce projet CEPIR, c'est justement d'outiller, de proposer une création de connaissances et d'outils permettant d'orienter le développement de la XR vers un futur soutenable, et de proposer des outils au pouvoir public et aux professionnels du secteur pour engager une transformation vers cette trajectoire. Voilà. Et donc, ça vient d'une demande du gouvernement ou c'est une demande de... Non, alors l'origine du projet vient d'une prise de conscience. Une prise de conscience initiale d'Amaury et de Landia des limites planétaires. Alors les limites planétaires, je ne vais pas vous faire un cours écologie, environnement, rassurez-vous, mais juste en quelques minutes, c'est une modélisation des écosystèmes qui nous est proposée par des spécialistes de l'environnement du Stockholm Resilience Center, qui modélisent 9 indicateurs de bonne santé des écosystèmes. Et ce que nous disent ces spécialistes, c'est que le franchissement de chacune de ces limites accélère et introduit de nouveaux facteurs de risque de transformation imprévisible et potentiellement irréversible des écosystèmes, compromettant ainsi notre capacité en tant qu'espèce à prospérer. Donc en fait, on appelle ça les limites planétaires, mais ça a été très bien dit tout à l'heure, nous sommes la planète. C'est les limites planétaires au développement durable de l'humanité. Et face à cette prise de conscience autour des limites planétaires, Amaury et Landia se sont posé la question, mais en quoi notre activité professionnelle de la XR contribue ou non au dépassement de ces limites? Quand on se pose ces questions, on va s'interroger aux trajectoires environnementales. Et la seule trajectoire environnementale qui existe sur laquelle les différents pays ont pu se mettre d'accord, c'est le fameux accord de Paris que vous connaissez, qui ne concerne que la limite planétaire du réchauffement climatique, dont on parle beaucoup,
Le réchauffement climatique est une des 6 limites planétaires qui ont déjà été franchies aujourd'hui par l'humanité. Et c'est celle dont on parle le plus, ce n'est pas forcément la plus inquiétante à notre échelle temporelle à nous. Ça serait intéressant d'avoir des accords de Paris sur les autres limites aussi. Ce qui est intéressant dans cette trajectoire environnementale, quand on travaille dans un secteur industriel, c'est de se préoccuper qu'est-ce que cette trajectoire environnementale globale veut dire pour mon secteur d'activité. C'est ça l'éco-conception? Alors, ça arrive après. C'est-à-dire que là, cette première question, c'est de regarder à l'échelle du numérique, pour les gens qui travaillent dans le secteur du numérique, quelle est la trajectoire environnementale associée à l'accord de Paris. L'Union internationale des télécommunications, donc vraiment les professionnels du secteur, se sont mis d'accord pour proposer une trajectoire environnementale qui a été validée par la Science Based Targets initiative, dont des chercheurs qui vont dire « oui, votre trajectoire, elle est valide avec l'accord de Paris ». Et elle dit que le secteur du numérique dans sa globalité, auquel appartient la XR, la VR, le jeu vidéo, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, doit réduire de 45% ses émissions carbone d'ici 2030 et les diviser par 10 d'ici 2050. C'est ça la trajectoire environnementale pour tenir l'accord de Paris. La tendance actuelle en France, vous avez une idée à quoi elle ressemble cette tendance? L'étude ADEMARCEP qui est parue en 2022, elle nous dit que si on reste sur cette tendance actuelle, donc c'était même avant l'émergence de l'intelligence artificielle générative que tu as évoquée, avant qu'on parle beaucoup des métavers, on est sur une tendance à plus 45% d'émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique d'ici 2030. Donc on a une trajectoire environnementale à moins 45% et on a une tendance actuelle à plus 45%. L'éco-conception, c'est une des réponses qui va nous permettre d'inverser la tendance et de transformer cette tendance en l'alignant avec cette trajectoire environnementale. Et en fait, c'est un des aboutissements des travaux qu'on a menés dans le cadre de ce projet CEPIR, c'était de produire des outils, des outils de des calculateurs d'impact carbone des œuvres immersives, des guides de bonnes pratiques, un niveau de maturité des professionnels de la XR pour nous permettre de mettre en œuvre ces bonnes pratiques d'éco-conception. Je crois que la conclusion, c'est une question de méthode en fait. Ce que tu dis, c'est qu'il faut y penser, il faut penser l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, effectivement, il faut la penser dès le début du projet. En fait, on a... C'est-à-dire pas simplement se dire, tiens, j'ai envie de faire une belle exposition immersive ou une belle expérience immersive, c'est qu'est-ce que ça va entraîner, pas simplement la consommation d'énergie. Alors, c'est d'avoir une approche déjà qui soit systémique. Ouais. Et effectivement, on a produit avec l'ARCEP, en fait, il y a pas mal d'évolutions réglementaires qui ont eu lieu en France ces dernières années sur le sujet du numérique. Et une de ces évolutions réglementaires, la fameuse loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais ça va venir. De 2021, elle dit que l'ARCEP doit produire un référentiel général d'éco-conception de services numériques qui s'applique à toute entreprise qui crée des contenus numériques. Et par exemple, je te pousse dans les retranchements. On a un producteur ou par exemple une entreprise qui a envie de monter une opération immersive. Ouais. Est-ce qu'il faudra une autorisation? Il faudra une valorisation de la... Aujourd'hui, ce référentiel, il a vocation à aider et à accompagner les producteurs. Par contre, on l'a vu le passé et ça va être un de nos objectifs. Ces référentiels, ça a commencé par le RG2A pour l'accessibilité, le RGPD pour la protection des données personnelles. Aujourd'hui, ce sont des outils qui sont contraignants. Avec un côté coercitif derrière ces outils. On s'attend à ce que le RGESN devienne coercitif lui aussi. Ça veut dire qu'on pourra t'interdire ou te demander de changer ton empreinte Ça veut dire que ça pourra devenir obligatoire pour obtenir des financements publics, par exemple. Ça va devenir obligatoire pour des collectivités, pour des musées, pour tous les établissements publics, comme c'est le cas du RG2A ou du RGPD. Et la première bonne pratique de ce référentiel, c'est le service numérique a-t-il été évalué favorablement en termes d'utilité en tenant compte de ses impacts environnementaux. Et cette notion d'utilité, quand on vient dans un monde contraint, quand on a intégré qu'en fait on ne vit pas dans un monde avec des ressources infinies, avec une capacité d'absorption, de dégradation des écosystèmes qui est infinie, mais qu'on vit dans un monde contraint avec des limites, cette notion d'utilité, elle devient primordiale. Si vous avez un budget à tenir d'ici la fin du mois, tout le monde a l'habitude de tenir son budget, de ne pas finir dans le rouge en fait. Pour tenir vos budgets, vous faites quoi? Vous commencez par prioriser vos dépenses. Quelles sont les dépenses les plus indispensables? Payer mon loyer, payer ma nourriture, me chauffer, m'habiller. Et puis on va quantifier toutes ces dépenses et cette quantification va nous permettre de décider qu'est-ce qui rentre ou pas dans le budget et qu'est-ce que je vais accepter de faire et qu'est-ce que je vais renoncer, à quoi je vais renoncer. Et dans cette logique d'empreinte environnementale, c'est exactement ce dont on a besoin de faire. On a besoin de prioriser les usages qu'on veut faire des technologies numériques,
de quantifier les impacts qu'ils ont, et puis après on va pouvoir décider d'un point de vue réglementation, régulation, qu'est-ce qu'on garde pas. Cette priorisation des usages, elle ne doit pas se faire à un niveau technologique. L'idée, c'est pas de venir opposer la technologie, la XR, la VR, l'intelligence artificielle, les métavers, l'IoT, les objets connectés. Il s'agit de réfléchir sur les usages. Et d'autres secteurs ont déjà pris les devants. Par exemple, qu'est-ce qui se passe par exemple Par exemple, le secrétariat général à la planification écologique a publié tout un tas de recommandations de planification pour l'énergie l'an dernier. Et dans un de ces documents officiels, on peut retrouver un tableau de priorisation des usages de la biomasse locale. Je te provoque un peu, mais est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas dans le déni complet aujourd'hui dans la culture? Parce qu'en fait, les gens s'expriment, ils ont envie d'exprimer quelque chose, s'ils ont trouvé les moyens de s'exprimer, on va rajouter un élément, c'est de savoir quel est leur bilan carbone ou quel est leur impact. C'est ça ce que tu... Alors, pas seulement. C'est-à-dire que ça a été dit tout à l'heure, la culture est un secteur, en tout cas en France, qui est quand même largement subventionné. Ouais. Et ces organismes financeurs, comme dans la recherche, on a la même chose qui se passe par chez nous en termes de transformation, les organismes financeurs commencent à mettre en place des contraintes d'évaluation environnementale des projets. Ces contraintes d'évaluation environnementale des projets, alors tu l'as dit, aujourd'hui je crois que c'est le CNC qui demande de faire un bilan carbone avant, un bilan carbone après, pour dire ce qu'on a fait. Pour le cinéma. Comme pour le cinéma, voilà. Nous, dans la recherche, on a la BPI, on a l'ANR qui nous demande à peu près de faire des choses similaires. L'ADEME a l'habitude de faire ça depuis très longtemps, l'évaluation environnementale des projets. Et ils ont élaboré... L'ADEME, c'est pour le bâtiment? Pas seulement. L'ADEME, c'est, on va dire, l'organisme de la transition écologique. Donc, ils travaillent à la fois sur le bâtiment, sur le chauffage, sur l'isolation, mais aussi sur tout un tas de projets liés à la sobriété énergétique sur l'ensemble du territoire, dont un projet sur le déploiement de la sobriété numérique en France, auquel on contribue avec l'INRIA. Eh bien, cette méthodologie empreinte projet de l'ADEME, qui a, à mon avis, vocation à se généraliser à la place des solutions un peu artisanales comme celles qui sont actuellement proposées par les organismes financeurs, elle vous propose d'avoir une approche conséquentielle. C'est-à-dire que vous devez décrire dans la réponse à votre appel à projet quels vont être les impacts de mon projet si mon projet arrive au bout par rapport aux impacts de si mon projet ne se fait pas. Et c'est là où les dossiers qui vont venir proposer de construire de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, où on va proposer un monde qui soit plus résilient aux gens qui vont venir consommer vos expériences immersives, vont pouvoir avoir et valoriser un impact environnemental positif dans la transformation des manières de consommer et de produire. Un exemple concret, un supermarché qui décide d'ouvrir une salle immersive plutôt que de laisser un magasin. Tu comparerais l'impact de consommation du magasin avec l'impact ou la prévision de consommation énergétique du lieu immersif. Et ça rentrerait dans la décision d'investir ou pas. À condition qu'on ait vraiment un effet de substitution et pas un effet d'empilement où on va faire la salle immersive en plus du magasin. Je pense par exemple aux salles de cinéma. On sait qu'il y a un vrai problème là aussi pour attirer les gens dans les salles. Si un exploitant se dit tiens, je vais créer une salle immersive, il faudrait qu'il donne un bilan donc, de sa salle de cinéma actuelle et en substitution qui décide d'engager ou pas une salle immersive. Exactement. On a beaucoup parlé technologie jusqu'à présent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les travaux qu'on a fait à travers CEPIR, et je vous invite vraiment à aller regarder les conclusions, on a fait l'impact environnemental, le bilan carbone global d'œuvres immersives qui ont été exposées à la Biennale de Venise, par exemple, comme Okawari. On en a fait d'autres, faits par Diversion Cinéma. Et en fait, on s'est rendu compte que sur une œuvre avec une très courte durée de vie qui se passe pendant un festival international, la plus grosse partie de l'impact, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est les festivaliers qui se déplacent et qui viennent voir et assister à l'œuvre. Donc on a aussi un changement de paradigme à opérer par rapport à la manière dont on organise des festivals, notamment internationaux. Et on se pose exactement les mêmes questionnements côté recherche, où on a l'habitude d'organiser des grandes conférences internationales et tous se déplacer à l'autre bout de la planète, qui est plutôt de se rapprocher à un ancrage territorial, d'imaginer d'avoir des clusters qui se passent à une échelle territoriale, une échelle locale, dans lesquels on va être capable de mutualiser des équipements, potentiellement de réalité immersive, pourquoi pas dans des salles culturelles, dans des médiathèques, des choses comme ça, et de pouvoir se connecter à distance à travers ces équipements de réalité immersive. Je ne pense pas que la technologie a une place dans un monde soutenable, mais en se posant la question de à quoi elle va servir et dans quelle mesure elle s'inscrit dans une trajectoire environnementale soutenable. Par exemple, sur l'événement qu'on a monté au Grand Palais Immersif, moi je savais que le Grand Palais Immersif c'était une consommation importante. Ouais. En revanche, on a décidé avec les Québécois de tout faire en ligne, de manière à ce qu'ils ne se déplacent pas. Alors, c'est une très bonne approche. D'ailleurs, tu cites les Québécois, ça me permet de citer l'un des travaux que nos cousins québécois ont fait récemment. Ils ont publié
un travaux qui s'appelle Défi numérique, qui propose de partir de la conclusion. C'est-à-dire qu'ils partent du fait qu'en 2040, on a réussi à faire converger transition environnementale et transition numérique. Et puis, ils ont réuni tout un tas d'acteurs académiques, gouvernementaux, de la société civile, des acteurs producteurs de services numériques, des acteurs consommateurs de services numériques et des investisseurs. Et ils ont, à travers des scénarios de design prospectif, réfléchi ensemble quels sont les jalons qui vont nous permettre d'atteindre en 2040 cette convergence entre transition numérique et transition énergétique. Et parmi les 3 jalons vraiment essentiels, les plus importants qui apparaissent de ces travaux, il y a le premier jalon qui est d'éco-concevoir les produits numériques, que ce soit les équipements ou les services numériques qu'on va réaliser à travers l'application de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le deuxième jalon, c'est de décider collectivement, démocratiquement, de prioriser les usages du numérique et d'accepter de renoncer à certains usages dont on sait qu'ils sont délétères et qu'on n'arrivera de toute façon pas à absorber avec un budget environnemental contraint. Et le troisième travaux, c'est de mettre les financements publics au service de la transition environnementale et de ne financer que des projets, que ce soit des projets de recherche, des projets culturels ou des projets de grandes infrastructures, que s'ils s'inscrivent dans une trajectoire environnementale soutenable. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est un sujet difficile. Moi, j'ai déjà entendu dans des festivals des remarques sur le problème de l'immersif qui consommait. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de retour négatif autour de l'immersif? Merci. Une première question. Alors, je n'y ai pas été confronté, mais j'ai plus une question. Déjà, merci pour cet exposé, cette approche assez passionnante. Je me demandais juste si les modèles de calcul d'impact prenaient en compte un effet de substitution. Par exemple, une expérience immersive accessible en transport en commun va remplacer une après-midi shopping en voiture en périphérie. Voilà, je pense que ça peut rentrer en ligne de compte. Je me demandais si c'était fait. Alors, dans la méthodologie empreinte projet que j'évoquais tout à l'heure, oui, c'est fait. Si vous faites un bilan carbone, non, c'est pas fait. En fait, des méthodologies de calcul des impacts environnementaux, il y en a plein qui existent. Il y en a qui sont juste une photo à l'instant T de qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle les méthodes attributionnelles. Et il y a des méthodologies qui sont dites conséquentielles, qui permettent justement de prendre en compte ces effets de substitution. Et c'est là où l'ADEME, elle a une longueur d'avance, on va dire, sur ces méthodologies de calcul d'empreinte, parce que c'est ce qu'ils font depuis 15 ans à travers le fonds chaleur ou à travers les fonds qui permettent d'isoler des bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont évaluer pour chaque projet qu'est-ce qui se passe si je le fais par rapport à qu'est-ce qui se passe si je le fais pas. Et les méthodologies, elles se transposent très facilement au domaine du numérique et même à l'ensemble du domaine des œuvres immersives. Et d'ailleurs, moi, j'ai été impressionné aujourd'hui, tout au long de la journée, de voir... Je m'attendais à arriver dans une journée très technologie, où en fait l'immersif était uniquement centré sur la technologie. Et bien en fait, vous m'avez convaincu qu'un immersif low-tech est possible, et même souhaitable. Il est même nécessaire, ouais. Parce qu'en fait l'immersif, c'est pas qu'un effet technologique, c'est d'abord un effet émotionnel, tout à fait, dont la technologie peut être un des vecteurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, ou est-ce que vous êtes KO, debout, mis KO par l'environnement? Non, c'est un sujet difficile, et je pense qu'il vaut mieux le faire comme on le fait là, en dialoguant et en ayant conscience aujourd'hui, parce que malheureusement, le jour où ça arrive, enfin moi je connais une responsable dont l'événement a été annulé quand même, parce que dans un festival, il y a eu des réactions assez négatives. Il y a des groupes de pression aussi maintenant sur l'environnement qui disent non, c'est inacceptable, le festival ne doit pas faire ça, et donc cette personne a vu son événement annulé. Et sur le coup, elle était très choquée parce qu'elle trouvait ça injuste par rapport à la qualité de ce qu'elle proposait. Mais il y avait des arbitrages à faire, des économies aussi à faire. Et le patron de cet événement a dit tant qu'à faire, je sucre un truc. Et en plus, c'est bon pour l'écologie. Et c'est pas du tout, comment dire, trivial. C'est pas du tout de la science-fiction. Et c'est important de suivre qu'est-ce qui est en train de se passer à un niveau réglementaire et vers quoi elle nous amène. Je fais partie d'une task force qui a été montée à la demande de la Direction générale des entreprises. On est en train de travailler sur des recommandations de régulation des mondes immersifs à un niveau français et à un niveau européen avec l'émergence des métavers qui arrivent. Et dans les recommandations qui sont en train d'être poussées, clairement, on parlait des modèles économiques juste avant que je monte sur scène. Les modèles économiques basés sur la rétention d'attention qui nécessitent la collecte et le traitement de données d'usage, de données personnelles massives à travers les algorithmes d'IA, sont des modèles économiques qui vont être dans le collimateur des politiques de réglementation environnementale, puisque ce sont des modèles économiques complètement délétères. Aujourd'hui, si vous prenez l'activité d'une entreprise comme Netflix, elle stocke plus de données qui concernent vos usages,
pour personnaliser votre expérience, pour pouvoir vous permettre d'avoir une page d'index d'accueil quand vous arrivez sur Netflix qui est personnalisée par rapport à ce que vous souhaitez visualiser, que de données qui concernent leur catalogue de films. Donc il ne s'agit pas de pointer du doigt la vidéo en ligne en disant on va arrêter la vidéo en ligne, mais il s'agit de dire dans un monde soutenable où on doit respecter les limites planétaires, pour permettre à la vidéo en ligne de persister, certains modèles économiques vont devoir s'adapter, transformer, voire disparaître. C'est pareil pour l'intelligence artificielle, puisqu'elle est aussi très fortement consommatrice d'énergie. On a aujourd'hui une espèce de folie qui va à un moment donné aussi s'arrêter, ou en tout cas qui va être régulée, tout simplement. Oui, on en revient à la priorisation des usages. L'intelligence artificielle, pour pouvoir mieux analyser des images médicales et pouvoir améliorer le diagnostic du cancer, on est tous d'accord que ça devient prioritaire par rapport à l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des vidéos de chats sur Internet. Ouais. Alors que juste pour s'amuser, finalement, on peut en avoir une ou deux, on n'a pas besoin d'en avoir 150. C'est ça. Et en fait, dans les travaux de CEPIR, je reviens dessus, on a fait un travail prospectif d'imaginer c'est quoi un équipement numérique soutenable pour un Français en 2030 dans les respects de la trajectoire environnementale. Et en fait, les calculs qu'on a fait, même en maximisant tout ce qu'on pouvait faire d'un point de vue réduction de consommation énergétique, c'est au maximum par adulte en France, un smartphone et un laptop milieu de gamme. Ça veut dire plus de téléconnectés, plus de 5.1, plus d'enceintes Bluetooth, plus d'Alexa, enfin plus d'IoT et surtout pas de casque de réalité virtuelle déployé dans tous les foyers. C'est ça une trajectoire environnementale soutenable. C'est une division par 10 de notre ébriété numérique actuelle. Et ça, si vous ne l'avez pas en tête et que vous construisez des modèles économiques qui de toute façon vont être contrariés par des politiques environnementales qui vont nécessairement arriver à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre capacité à prospérer en tant que société qui vont être remises en cause par ces contraintes et ces limites planétaires. D'ailleurs, on le voit dans les pays autoritaires, puisque finalement le Parti communiste chinois a décidé que les gens ne devaient jouer aux jeux vidéo que pendant 3 heures par semaine, c'est ça ? Alors ça c'est aussi une autre forme de régulation qui est plus liée au phénomène d'addiction. Alors vous le savez peut-être pas, mais il y a une commission qui a été montée par le président de la République en début d'année sur l'addiction aux écrans. Et cette commission qui va rendre ses conclusions dans les semaines à venir, pour laquelle j'ai été sollicité également, dans ses recommandations, il y a effectivement la mise en place de ce type de pratique, et même d'interdiction de la vente de smartphones pour les moins de 13 ans. Ouais. Ta recommandation, c'est de se tenir au courant et puis d'intégrer en fait dans la conception de ce qu'on fait. D'intégrer, de vraiment se poser la question, by design, est-ce que ce que je suis en train de faire, l'œuvre, l'expérience que je veux proposer, est-ce qu'elle va permettre une transformation de comportement qui va induire la société dans une trajectoire soutenable ? Ou est-ce qu'elle va pousser un mode de production et de consommation qui de toute façon est délétère ? Alors, prenons des exemples concrets. Allez voir une expo Dali, c'est bien, c'est sympa. Bien sûr. Mais est-ce que c'est Mais aller la voir en avion, par contre, non. Par contre, s'il y a une expo Dali à Barcelone ou à Paris, ça va. S'il faut aller à Londres ou à Barcelone pour la voir, c'est dangereux. Par contre, voir émerger un immersif culturel dans les médiathèques de proximité qui me permettent à la médiathèque de Château-Giron d'assister à l'expo Dali avec un casque de réalité virtuelle qui soit mutualisé au sein de... Là, je dis oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le casque virtuel consomme énormément, pollue énormément à la production. Ouais. C'est pas l'usage du casque qui est important, c'est la production. C'est vraiment cette phase de production, sachant que alors, on a eu l'occasion, encore une fois à travers CEPIR, de réaliser ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie des casques de réalité virtuelle. C'est la première fois qu'on le faisait, enfin que quelqu'un le faisait. C'est-à-dire qu'on a été regarder à chaque étape de la production, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, quels étaient les impacts environnementaux qui étaient générés sur les casques de réalité virtuelle. Et on observe de grandes divergences déjà au niveau de la technologie utilisée pour les écrans. Entre un casque de réalité virtuelle OLED ou LCD, on fait x3 sur l'impact environnemental, et avec l'Apple Vision, on fait encore x3. Est-ce que ça veut dire que ça devient simplement une consommation de luxe ? C'est-à-dire que Apple, avec son casque à 4 000 €, finalement, il nous dit c'est réservé à ceux qui peuvent se le payer, et puis sinon... C'est clairement devenu un produit de luxe. Enfin, ça l'a toujours un peu été, mais c'est aussi une opportunité de rendre un produit, de faire en sorte que ce soit des produits qui soient mutualisés. Le luxe, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être capté par une petite partie de la population, mais ça veut aussi dire qu'on peut le mutualiser dans des centres culturels, je reviens sur cet exemple-là, et le mettre à disposition du plus grand monde. Que tout le monde puisse avoir l'expérience sans en être propriétaire. Exactement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce que tous les éléments que vous venez de partager sont publics ? Moi, je trouve ce que vous venez de mentionner sur les casques de VR et le fait qu'à terme, il pourrait être interdit à titre d'usage individuel. Alors, les données d'impact environnemental que j'ai évoquées là, elles sont toutes dans les livrables du projet CEPIR. Les trajectoires environnementales... Il est disponible où, le projet CEPIR ? CEPIR.info, sur Internet, www.cepir.info. Ouais.
Les recommandations vis-à-vis des évolutions réglementaires, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de loi qui a été votée sur ces aspects d'interdiction. Le rapport sur les addictions que j'évoquais tout à l'heure va être rendu public à la fin du mois. Le dernier rapport du Shift Project, quel monde virtuel pour quel monde réel, qui donne aussi des pistes de comment construire un projet immersif qui soit soutenable à travers une matrice de caractérisation technique qui permet de se dire mon projet, mon œuvre culturelle, mon métavers que je veux mettre en place, quels sont les axes technologiques, à quel endroit je vais mettre le curseur dans mes axes technologiques pour le rendre plus ou moins soutenable. Est-ce que je vais mettre plus ou moins d'IA, plus ou moins d'interaction, plus ou moins d'interactivité, plus ou moins de réactivité, ce qui me permet d'avoir des éléments. Tout ça, c'est rendu public. En fait, il faut aussi le positiver. Hein. C'est-à-dire que... c'est des outils au service de l'éco-conception. Voilà, soit on dit c'est encore de l'écologie punitive, soit on se dit mais en fait ça veut dire que pour une expo c'est très très intéressant. Parce que faire Monde disparu au Muséum d'histoire naturelle avec un casque où les gens finalement gardent le casque 45 minutes. Hein, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des centaines de milliers de gens qui l'utilisent sans nécessairement le posséder. C'est finalement beaucoup plus malin. Que de laisser les casques dans la nature. Finalement, ils restent en plus sur des étagères parce que les gens ne les utilisent pas beaucoup. Ça veut aussi dire qu'il y a des forts enjeux de transformer l'industrie qui produit ces équipements pour les rendre interopérables et ne plus les lier à des plateformes ou à des langages ou à des modèles de programmation propriétaires. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'on travaille sur les filières de recyclage et de traitement de la fin de vie de ces équipements. D'usage, par exemple, si on dit finalement c'est réservé à l'éducation, que ça devient un usage éducatif et pas forcément récréatif. Comme c'est le cas aujourd'hui. On peut se poser la question du jeu vidéo, effectivement. Donc on sent bien qu'en fait, on est devant des choix qui sont en fait politiques. C'est ce que tu disais. À un moment donné, dans ces discussions, on arrive à une question politique et de société. Et c'est des choix de citoyens, mais c'est aussi des choix de gens qu'on aura élus pour l'avenir de nos enfants, en fait. Et la question, c'est vraiment celle des ressources. On est dans un monde fini, avec des ressources finies. Je n'ai pas évoqué les ressources minérales nécessaires à la fabrication de nos équipements, mais un smartphone, c'est plus d'une 50aine de métaux. Là où un téléphone, dans les années 90, c'était une 12aine de métaux. Et on anticipe, je suis dans un comité de pilotage ADEME sur les métaux critiques du numérique, on anticipe dans les 10-15 ans à venir de fortes tensions sur certains métaux critiques qui sont indispensables au fonctionnement des équipements numériques, mais qui sont aussi indispensables à d'autres transitions. L'électrification de la mobilité, la fabrication des énergies renouvelables. Et dont certains de ces métaux, il y a des monopoles géopolitiques dans certaines régions du globe qui vont provoquer des tensions d'approvisionnement, qui vont faire exploser non seulement le coût énergétique de production, mais le coût économique de production. Et si on ne prend pas conscience de tout ça, on se lance probablement dans des trajectoires qu'on regrettera dans 5, 10, 15 ans en termes de modèle économique ou d'entrepreneuriat. Par exemple, les écrans LED, ça consomme plus ou ça consomme moins que des écrans traditionnels? Alors, tu parles des OLED, c'est ça? La consommation en phase d'usage, c'est la fabrication. C'est la fabrication qui impacte 3 fois plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut plus de matériel. Parce qu'en fait, alors c'est pas forcément lié à la technologie OLED telle qu'elle a été pensée dans les années 90, mais c'est lié à tous les métaux rares et les terres rares dont on a besoin pour provoquer les contrastes de couleurs qui rendent cette qualité d'image vraiment exceptionnelle. Donc on a tous besoin en fait d'apprendre et de se cultiver pour savoir en fait ce qu'il faut faire. Donc c'est la diffusion dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite il faut quoi? Des institutions ou des groupes professionnels qui s'y... Et puis d'introduire dans nos pratiques du quotidien des pratiques d'éco-conception, comme on a déjà commencé à prendre l'habitude d'avoir des pratiques d'accessibilité, d'avoir des pratiques de protection des données personnelles. Ça doit devenir quelque chose de systématique. Dernière question. Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.